pour ce webinaire co-animé avec grand plaisir par Vanessa et moi-même. Je vais commencer dès à présent à partager mon écran. Hop, en principe, vous devez le voir. Donc, notre thème aujourd'hui sera autour des collectifs dégradés et comment réparer un collectif, créer une dynamique d'équipe qui vous permettra d'atteindre la performance. Alors, on se présentera un petit peu plus en détail, Vanessa et moi-même, mais nous sommes toutes les deux alumni INSA. On a toutes les deux des parcours différents, mais qui nous ont amenés toutes les deux au coaching individuel, au coaching d'équipe et des organisations. Et en ce qui me concerne, cette thématique des collectifs dégradés est venue sur mon chemin lorsque j'étais appelée pour intervenir sur l'optimisation de performance d'équipe, tant en termes de processus que d'interaction, d'aider des nouvelles équipes à trouver leur mode de performance. Et je me suis très vite rendu compte que la moitié d'entre elles étaient finalement un collectif dégradé, donc c'est-à-dire avec des bases et des fondations qui n'étaient pas forcément les plus solides pour pouvoir atteindre la performance. Et donc, une première étape essentielle devait être finalement attaquée, c'est-à-dire avoir de vraies discussions avec les membres de l'équipe et leurs responsables pour pouvoir réparer d'abord ce collectif avant qu'on puisse parler de performance. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Vanessa, je te laisse la parole rapidement pour te présenter. Oui, donc moi, Vanessa Delcourt, certains me connaissent peut-être déjà parce que j'ai déjà animé des webinaires pour les alumni INSA avec grand plaisir. Donc moi, je suis consultante en transformation et coach professionnel. Donc j'accompagne dans des transformations, enfin comme le disait Marine, individuelles et collectives avec c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de focus plutôt sur l'individuel, mais au service du collectif et avec une vraie sensibilité, un vrai focus sur tout ce qui est connaissance de soi et estime de soi au service du collectif et comment booster l'estime de soi des collaborateurs, par exemple, peut les faire se sentir mieux dans leur organisation. Merci. Et donc, pour ma part, diplômée INSA de Lyon, depuis 5 ans, j'appartiens au cabinet de conseil qui s'appelle Taplo. Je suis associée de ce cabinet et mon expertise est au niveau de l'accompagnement des transformations, donc plutôt au niveau des organisations. Donc, ça va aussi bien être la transformation au niveau du comité exécutif pour les décisions stratégiques et ensuite comment on accompagne les managers, les leaders et leurs équipes dans ces transformations, qu'elles soient aussi bien culturelles, organisationnelles, process. Et c'est là qu'arrive la performance. Donc, dans tout ce que je fais, il y a du coaching d'équipe, de la facilitation d'ateliers stratégiques, de la formation et puis de la conduite du changement. Voilà, voilà. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui? Déjà, définir ce qu'on appelle un collectif. Donc, qu'est-ce qu'un collectif pour vous? Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un collectif dégradé? En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on vous amène ce sujet aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Comment on va le reconnaître? Quelles sont les étapes en fait pour pouvoir venir le restaurer? Et puis, quel va être le rôle du leader dans ces différentes étapes? Donc, avant qu'on commence un petit peu à vous d'introduire certaines notions, on serait intéressé d'avoir un petit peu votre avis. Alors, je vous interroge sur qu'est-ce qui fait pour vous un collectif ou une équipe? C'est quoi pour vous? Quels sont les ingrédients qui le caractérisent? À partir de quel moment on peut se le dire? Donc, pour participer à ce petit questionnaire, soit vous prenez en photo le QR code, tout simplement, ou alors vous pouvez aller sur, comme vous le voyez en haut de l'écran, sur menti.com et utiliser le mot de passe, enfin le code qui est noté là, 45 59 27 30.
Je vous laisse y aller et puis saisir un mot ou un groupe de mots pour nous définir tout ça. Donc, on voit qu'il y a déjà des contributions. Donc, pour vous, c'est du coup un objectif commun, euh, de l'entraide. Donc, l'objectif, la vision commune. Donc, elle est vraiment dans la même direction. Tac, ça, je le ferme. Donc, on a ensuite la capacité de travailler ensemble, de s'entraider, même s'il y a des divergences de caractère, de la transparence. On revoit, hein, on retrouve bien le but, l'objectif commun. Donc vraiment, tous finalement ramer et contribuer dans la même direction. Euh, voilà. Tac. De l'écoute, de la communication, de la complémentarité, je vois aussi. Hop, voilà. Donc en utilisant l'apport de chacun, donc que chacun puisse contribuer à sa façon à cet objectif commun ou cette vision commune. Il y a aussi évoqué ici un socle de valeurs, donc des valeurs partagées aussi. Donc ça Vanessa, il viendra aux valeurs. Donc tac, je reprends le fil. Tchouk, tchouk. Hop, voilà. Merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments. Donc là, je vais te passer. Non, c'est encore à moi. Alors, du coup, là, pourquoi est-ce qu'on veut parler de collectif dégradé? Eh bien, donc, lorsque on intervient dans des équipes, et vous-même, vous avez pu l'observer, j'imagine aussi dans les différentes structures auxquelles vous appartenez, on va potentiellement voir des symptômes tels que de l'isolement de certains membres de l'équipe, des tensions ou des conflits, soit à l'intérieur de l'équipe, soit avec des contreparties autour de l'équipe, soit avec des managers. On peut voir du coup une dégradation vraiment du climat relationnel avec potentiellement des non-dits, et potentiellement aussi une atmosphère qui devient froide et distante. Et du coup, ça, ça peut mener à un manque d'adhésion. Donc, des personnes qui se sentent de moins en moins impliquées, de moins en moins responsables de l'atteinte des objectifs, et aussi un manque de cohésion. Donc, c'est-à-dire l'entraide, le fait de tous contribuer à la même mesure à l'objectif commun. Ceci, petit à petit, peut commencer à se dégrader. L'impact, pour que ce soit pour l'équipe ou pour l'organisation, c'est une perte de performance directement, et puis une démotivation et un désengagement des équipes. Ça peut aller aussi bien par ce qu'on va appeler une démission silencieuse, c'est-à-dire une personne qui reste à son poste mais qui ne contribue plus avec la même énergie et la même performance qu'avant. Ça peut être de la démission, ça peut être des arrêts, enfin voilà, on peut avoir différents impacts. Je vais ensuite te passer la main, Vanessa, pour que tu nous donnes un petit peu un historique de tout ça. Ouais, en fait, je trouvais ça intéressant d'aller regarder comment on en est arrivé là, parce qu'en fait, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain, c'est un long processus. Et donc, je suis repartie un peu loin, là, aux Trente Glorieuses, où en fait, le salarié était au centre. Il y avait beaucoup de produits, il n'y avait pas de concurrence. Le salarié était très important et donc, l'entreprise faisait tout pour qu'il reste et prenait soin de lui. Et puis, au fil du temps, en fait, la donne a changé avec le choc pétrolier, ben, la concurrence a commencé à exploser. Donc, il a commencé à avoir plus de contraintes. Les conditions de travail étaient moins bonnes, plus dures. On était sur un management qui passait plus vers un mode contrôle que soutien. Voilà. Et puis, ça continue à évoluer. Entre 2000 et 2020, ben, on est arrivé avec des cycles qui devenaient plus rapides, une économie plus instable. Donc, à nouveau, plus de pression sur l'employé. Et là, on était plutôt dans, on va dire, un environnement euh, où l'équipe vie pro, vie perso était plus difficile
enfin, l'équilibre était plus difficile à trouver, un environnement plus procéduré, où on commençait à avoir un peu une perte de sens, mais où encore, voilà, on n'était pas dans la situation qu'on a aujourd'hui, où finalement, on est dans la suite de cette économie qui est devenue instable et ces cycles de plus en plus rapides et cette pressurisation, on va dire, des salariés, où on a une accélération. On a une accélération parce que les cycles sont de plus en plus rapides. L'hyperconnectivité fait que l'équilibre pro-perso, ou en tout cas la frontière pro-perso, est de plus en plus difficile à mettre en place. Donc télétravail, travail en soirée ou en dehors euh, des heures de travail officielles. Des objectifs qui sont de plus en plus mouvants. Donc on voit cette accélération et on arrive à un paradoxe qui est en fait dans une période où les salariés auraient besoin de mieux comprendre vers où l'entreprise va, d'avoir plus de sens pour arriver à rester connecté au sens, à la vision de l'entreprise, à savoir où est-ce qu'ils vont. On se retrouve face à des entreprises qui finalement, avec cette accélération du rythme, du cycle, ont de plus en plus de mal à donner ce sens et même en viennent à donner des injonctions contradictoires, des orientations divergentes qui créent cette frustration. La frustration, elle ne vient pas de nulle part, hein. Elle a vraiment une cause qui est l'impression qu'à un moment où les employés ont besoin de plus en plus de sens, en fait, l'entreprise est de moins en moins capable de leur en donner. Ça crée la frustration et ça crée ce désengagement. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que, si tu peux passer au slide suivant, on retrouve vraiment cette notion VUCA qui vous parle peut-être dans l'entreprise, mais où on a ces différents aspects là qui viennent finalement empêcher le salarié de trouver ce sens qui est la volatilité avec les changements qui sont de plus en plus rapides, l'incertitude qui est liée au fait qu'il y a de plus en plus d'incertitudes sur ce qui va se passer demain. L'entreprise a de plus en plus de mal à donner à prendre des engagements et à rassurer les salariés sur le fait qu'ils savent ce qui va se passer demain. On est dans un environnement de plus en plus complexe, je vous apprends rien. Il y a de plus en plus de situations ou même d'outils d'interconnexion qui font qu'on augmente la complexité. Et puis de l'ambiguïté, comme ça va de plus en plus vite, qu'on a eu tendance à segmenter, les gens vont avoir tendance à avoir qu'une partie de l'information et donc à avoir du mal à avoir cette euh, big picture, cet environnement global ou cette vision globale qui va leur permettre de trouver du sens. Donc vraiment, c'est ce contexte d'entreprise qui fait qu'on arrive à ce désengagement et à ce sentiment de frustration et de plus envie de m'impliquer dans l'entreprise parce qu'elle n'arrive pas à me donner une vision et le sens dont j'ai besoin. Vanessa, on a une question dans le chat. Ouais. La question étant, existe-t-il des études qui confirment ce manque de sens? C'est de la part d'Olivier. Alors, je ne sais pas si on a je vous partagerai quelques chiffres après, on verra si ça répond à la question et sinon, il faudra que je comprenne un peu mieux la question. Mais Ouais. je reviens sur les chiffres, on sait sur le slide d'après d'ailleurs. Et après, sinon, oui, selon la précision, moi j'ai aussi des références chiffrées avec des études qui ont été faites par des cabinets si besoin. Hop, j'enchaîne pour toi. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais n'hésitez pas à poser des questions dans dans le chat. Merci au premier qui l'a fait dans ces moments. Voilà, ce qui est important de voir, c'est que en fait, on est sur des conséquences qu'on peut appeler un peu silencieuses, c'est-à-dire que c'est pas flagrant. Comme je disais, c'est venu, c'est un peu sournois entre guillemets, mais c'est profond. On est de plus en plus dans une situation où les collaborateurs ils font le job, mais sans engagement plus. On constate aussi une baisse de la créativité, on l'a dit, le turnover, et puis ça s'accompagne des fameux risques psychosociaux, burn-out, bore-out, burn-out, tous les quelque chose out, qui sont toutes ces maladies liées à cette situation de désengagement. Voilà. En termes de chiffres, il y a des chiffres qui sont assez parlants pour moi et que je trouve même assez impressionnants, qui sont qu'aujourd'hui, Gallup a fait des statistiques, 8% des salariés français se déclarent pleinement engagés. Et en fait, la France est parmi les moins bons en Europe. Voilà. Donc, je trouve que c'est un chiffre assez choquant. Ce chiffre-là que je ne connaissais pas avant de préparer la présentation, qui est 40% des salariés ressentent de la solitude au travail.
Voilà. Et on verra, ça c'est un vrai problème, sentir de la solitude au travail, parce qu'on vient aussi souvent au travail pour le collectif, justement. Et puis, ce chiffre que je trouve vraiment intéressant, qui est de dire, en fait, on y peut quand même quelque chose. On fait un constat, mais les entreprises qui investissent dans le collectif, elles arrivent à contrer le mouvement. Alors, peut-être pas à l'enrayer complètement, parce qu'on a vu que c'était quand même conjoncturel, mais elles arrivent à diminuer le stress associé, elles arrivent à augmenter la productivité avec des chiffres qui sont importants, 40% sur le stress et 30% sur la productivité. Voilà, sur des entreprises qui investissent sur le collectif. C'est ça, je trouve que c'est des chiffres aussi intéressants d'avoir en tête. C'est que on a les moyens de faire des choses, seulement il faut le faire ce qu'il faut, investir au bon endroit et que les managers, on y reviendra, soient complètement impliqués et sensibilisés à cette problématique. On a aussi un commentaire de Hugues Ouais. qui nous note dans le chat pleinement engagé jusqu'au burn-out. Est-ce que tu veux commenter, Vanessa, ou je peux commenter aussi? Vas-y. Ouais, alors, ouais, je suis perplexe. L'engagement ne veut pas dire l'épuisement. L'engagement veut dire avoir envie de contribuer. Voilà. Après, en effet, aujourd'hui, on constate aussi de plus en plus de burn-out. Mais je pense que le burn-out, il peut venir aussi du fait que les gens perdent le sens, travaillent beaucoup, sont très engagés peut-être de par leur qualité personnelle, mais avec cette perte de sens. Donc c'est vrai que le mot engagement, des fois, le mot d'engagement peut des fois apporter un peu à confusion parce qu'il y a certaines personnes qui sont très engagées, mais qui en fait sont en souffrance parce que ben, elles y trouvent plus de sens et elles ont du mal aussi à trouver à quel niveau mettre leur engagement. Voilà. Et elles n'ont peut-être pas les soutiens nécessaires. Voilà. Ouais, j'allais y venir. Il Ouais, y voilà. a aussi se sentir soutenu et puis se sentir légitime de mettre des limites, de dire non, de déléguer, etc. Il y a plein d'ingrédients dans le burn-out. Et Et je là, pense que on est, le 40% des salariés qui ressentent de la solitude, il illustre ça aussi. C'est-à-dire que dans un environnement où il y a de la coopération, normalement, on ne laisse pas quelqu'un tomber en burn-out. Voilà. Et là, on peut potentiellement avoir des gens qui tombent en burn-out aussi parce qu'ils sont seuls chez eux, en télétravail, qu'ils ont personne qui se soucie d'eux. Moi, je me rappelle à une période où je faisais beaucoup de pas de burn-out, de, de télétravail, avoir été absente pendant plusieurs semaines et m'être rendu compte quand je suis revenue au boulot que personne s'était rendu compte de mon absence, enfin que beaucoup de gens s'en étaient même pas rendu compte. Et moi, je trouve ça hyper choquant. Et voilà, donc on peut être en télétravail, mais être connecté. La problématique, c'est pas le télétravail, mais c'est la connexion. Voilà. Et donc, on va d'ailleurs y voilà. venir dans la restauration du collectif. Ça fera partie des éléments. Et bah du coup, allons-y. Prenons un petit peu la température. Lorsque vous pensez, vous, à votre collectif, donc votre équipe, vos pairs, etc., quels sont les mots qui vous viennent? Donc là, on est sur une forme de nuage de mots dans les réponses. Alors voilà, plutôt apporter vos retours par un ou deux mots. Voilà. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous pensez à votre collectif? Peut-être. Ouais. Où en suis-je? Ouais. Voilà, pardon. Là, vous allez pouvoir répondre. Vous étiez dans la question précédente, excusez-moi. Donc, pour ceux qui avaient scanné, rescanner à nouveau. Ouais, enfin, non, mais c'est toujours le bon scanner, mais il faudra recontribuer. Voilà. Parce que c'était coincé sur la question d'avant, excusez-moi. Alors, on voit beaucoup de communication, de l'intelligence collective. Donc ça, c'est dans les apports qui sont, on va dire, positifs. On voit de la complémentarité, de l'empathie. Là, on voit en face de ça de la divergence, un peu d'interaction, désunie.
les conflits, des personnes qui se sentent désabusées, donc qui ont peut-être déjà abandonné. Euh, Fin de communication. Ouais, on voit que la communication, en fait, est déjà clé hein, dans ce que vous partagez. Puis après, on sent que pour certains, il y a un certain signal d'alerte déjà. Tac, je repars, tchouk, je rebascule. Y voilà. Je te repasse la main du coup, Vanessa. Alors, je pense qu'on a déjà donné pas mal de pistes sur comment identifier un collectif dégradé. Puis on a vu que certaines personnes, là, dans le nuage de mots, ont déjà donné des mots qui permettent de voir un collectif dégradé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas obligatoirement flagrant, ça peut être assez silencieux et même un petit peu pernicieux, hein, voilà. Mais il y a des signes en fait qui trompent pas. Voilà. Donc il y a en général un affaiblissement des liens sociaux. Donc on va retrouver plus d'isolement et ça c'est pas obligatoirement tout le collectif, ça peut être une seule personne du collectif. Euh, une disparition des moments collectifs. Et là, je le disais, hein, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on peut pas avoir des moments collectifs. C'est important qu'il y ait toujours des moments collectifs. S'il y en a plus, il y a un problème. On va souvent constater une baisse de coopération ou souvent une baisse d'entraide spontanée, c'est-à-dire que voilà, là où dans un collectif qui fonctionne bien, ben, les gens vont avoir tendance à aller proposer leur aide. Ben là, peut-être que ça se fait moins. Voilà. Et c'est pas facile parce que si on arrive sur un collectif, c'est difficile de voir s'il y a eu un changement de situation. Par contre, on peut, dans un collectif avec lequel on travaille depuis longtemps, on peut voir des signes qui changent. Voilà. Il va y avoir des fois un climat social dégradé, c'est-à-dire une défiance vis-à-vis du management. Alors des fois, ça passe par simplement du second degré, hein, des blagues sur les décisions, des blagues sur le management. Ça, c'est pareil, c'est des signes. Hein. Euh, Potentiellement plus de conflits. Alors, pas avec l'ensemble des personnes, mais peut-être entre certaines. Euh, et ce n'est pas obligatoirement des conflits. Des fois, c'est simplement des retraits. C'est justement des personnes qui ne vont pas aller dans le conflit et qui vont tout faire pour qu'il n'y ait pas ce conflit, mais qui vont lâcher l'affaire en fait. Et une faible participation. En général, sur l'organisation, ça va se ressentir. Alors, on n'a pas toujours les chiffres et c'est pas toujours facile d'avoir accès à ça aux bandes de l'organisation, mais souvent, ça génère du turnover. Hein. Et puis, l'absentéisme. L'absentéisme souvent augmente quand le collectif est dégradé. Et puis, alors, je suis désolée, il y a quelques fautes de frappe. La fatigue qui s'exprime, c'est-à-dire on a des gens qui expriment plus de fatigue. S'ils ne sont pas absents, en tout cas, ils expriment plus de fatigue. Et puis, souvent, ça se ressent. Alors là, c'est vraiment au niveau de chacune des personnes. C'est la motivation et le cynisme, j'en ai parlé un peu avant. Donc, une baisse de l'enthousiasme, une baisse du volontariat. Ce n'est pas obligatoirement de donner de l'aide, mais là où, sur certains collectifs, à des moments, il y a des gens qui sont très motivés pour aller aider en transverse sans que ça fasse partie de leurs attributions, là, il va y avoir moins de motivation. Souvent, il y a une baisse de créativité, donc des réunions qui sont plates hein, et où il n'y a pas d'idées nouvelles qui sortent. Souvent, ça laisse penser aussi à une baisse d'engagement. Présenter désengagé, on en a parlé. Humour désabusé, j'en ai parlé. Et isolement de certains profils, j'en ai parlé. Voilà. Ce qui peut être intéressant à certains moments, hein, c'est d'aller cocher ces cases hein, pour voir où vous en êtes. On va dire une ou deux cases, c'est pas très grave. S'il y a plusieurs cases, enfin, c'est pas trop grave. Si il commence à y avoir beaucoup de signes, il est sûrement temps d'aller regarder un peu ce qui se passe et de lancer des actions pour aller, un, diagnostiquer et puis deux, changer les choses. Mener des actions pour remotiver les troupes. Je te bascule sur le prochain? Ouais, je regarde s'il n'y a pas de questions. Non. Voilà. Non, non, je surveille, t'inquiète pas. Voilà. Pourquoi c'est important? On l'a dit tout à l'heure. On a parlé des burn-out, bore-out, etc. Clairement, un collectif désengagé, ça va avoir un impact sur la performance, et Marine l'a dit, mais ça va avoir un impact aussi sur les personnes personnellement. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un cercle vicieux et que les personnes vont avoir de plus en plus de mal à contribuer parce qu'en fait, on vient toucher à leurs besoins. Alors, vous connaissez sûrement cette pyramide, qui est la pyramide de Maslow, qui présente les différents niveaux de besoins. Donc, bien évidemment, on ne touche pas aux besoins physiologiques, hein, qui sont nos besoins primaires, faim, soif, respiration, sommeil,
etc. Mais on vient toucher après à tous les niveaux, c'est-à-dire que dans un collectif qui est dégradé, un besoin de sécurité il va être touché parce que à partir du moment où on peut potentiellement être en difficulté dans son travail et qu'on n'a plus le soutien de ses collègues, eh ben, on n'est plus en sécurité. Le besoin d'appartement sera bien évidemment touché parce qu'à partir du moment où on commence à ressentir de l'isolement, où on n'a plus cette relation qui, parfois dans certaines équipes, est proche presque de la relation amicale, hein, on se sent seul et ça vient contribuer en plus à ce problème de besoin de sécurité, enfin, au non-assouvissement de ce besoin de sécurité. Potentiellement, c'est des équipes où il va y avoir de moins en moins de reconnaissance parce que dans une équipe qui fonctionne bien, les gens vont se féliciter. Euh, quand il y a un collectif fort, l'équipe va se féliciter, mais on va aussi assister à de la félicitation entre membres. Et quand ça n'existe plus, parce que les gens sont désengagés, parce que les gens font du présentéisme et ne sont pas impliqués, et ben, potentiellement, on va avoir des gens qui manquent de reconnaissance et de valorisation et donc qui vont être vraiment mis en souffrance. Et puis, bien évidemment, une difficulté à avoir des perspectives, à nouveau, on le disait, et donc voilà, un manque aussi d'épanouissement lié au fait de savoir comment m'épanouir, quelles sont mes perspectives de développement, etc. etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans un collectif dégradé, potentiellement, on génère un contexte qui va amener les gens en souffrance parce que l'ensemble de leurs niveaux de besoins vont être de moins en moins bien couverts. Et c'est un cercle vicieux parce que si ces besoins-là ne sont pas couverts, eh ben, ils vont avoir de plus en plus de mal à contribuer positivement au collectif. C'est pour ça que c'est important de regarder les signes que j'ai mentionnés avant et de rapidement voilà, mener des actions pour pouvoir permettre aux gens d'aller réalimenter ces niveaux de besoin. Voilà. Je ne sais pas si ça génère des réactions, n'hésitez pas, ou des questionnements. Voilà. Bon, après, on peut regarder ça avec différents angle. Hein. Marine et moi, on a choisi là de regarder sur cet aspect besoin qui nous semble un bon sens de en quoi ça peut mettre les personnes en souffrance. Absolument. J'y reviendrai en plus à cette pyramide quand on parlera de la position et du rôle du leader. Voilà. Tu continues du coup sur, maintenant qu'on s'est dit tout ça, il y a un commentaire, un autre mot-clé concernant le collectif dégradé, c'est la concurrence interne, notamment dans une entreprise qui se restructure. Alors, bien évidemment, quand il y a un collectif fort et que les gens sont à même de voir quelle est que la priorité, c'est l'entreprise ou c'est le collectif, c'est plus facile que quand, en effet, on a des individus qui sont en concurrence et d'autant plus dans un contexte de restructuration. Ça, c'est sûr. Et c'est là aussi que moi, j'ai l'intime conviction que on donne beaucoup de place à l'évaluation individuelle des salariés dans tout ce qui est processus d'évaluation. Et le leader, et on y reviendra, a besoin aussi de valoriser le collectif et de travailler sur les objectifs et l'atteinte des objectifs du collectif pour justement éviter qu'il y ait cette concurrence et faire en sorte que ce soit un collectif et pas des individus pour éviter cette concurrence. Voilà. Je regarde l'heure, mais voilà. Du coup, on peut continuer à développer. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça niveau diagnostic, vers quoi on part et quelles seraient les 8 étapes, on va dire, à garder en tête pour petit à petit aller vers cette restauration du collectif. Vanessa, tu nous en dis un petit peu plus? Ouais. Première chose, je l'ai mis dans une couleur différente, c'est qu'il faut diagnostiquer en fait. Il faut être sûr qu'il y a bien un problème de collectif, que ce n'est pas juste un problème lié à une dynamique instaurée par une personne. Enfin voilà, il y a un petit diagnostic à faire pour aussi savoir quelles sont les actions à mettre en œuvre. Et ça passe par de l'écoute active, par rencontrer les gens, par faire des entretiens individuels et collectifs. Il faut déjà comprendre quel est le problème, voilà, et quelle est on va dire, la criticité de cette phase de désengagement. Voilà. Ensuite, il y a une étape qui est super importante afin, après, de pouvoir avoir un travail qui soit plus
engagé justement et que les gens puissent se sentir à l'aise pour travailler sur la restauration du collectif, c'est restaurer la confiance. C'est-à-dire que des fois, et je l'ai mentionné là un peu dans l'histoire, c'est que on se retrouve souvent face à des collectifs où les gens ont un peu perdu confiance et sont un peu en défiance par rapport au management, par rapport à la gouvernance en place, etc. Donc, ce qui est important, si besoin, et ça c'est le diagnostic qui le dit, c'est important d'aller reclarifier les rôles là où il y a besoin de clarifier des rôles, parce que des fois, s'il y a des conflits, c'est qu'il y a eu une difficulté liée à des rôles. Reconnaître tout simplement les difficultés, donc faire preuve d'ouverture pour aller dire oui, on se rend compte qu'il y a un problème, enfin voilà. Donc déjà mettre un climat, on va dire, qui permet l'ouverture et qui aussi va mettre des barrières pour éviter que les gens se sentent en insécurité. On va dire comme ça. Voilà. Et là, donner l'exemple, instaurer une communication transparente, créer un climat de sécurité, restaurer la confiance. Ensuite, il peut être nécessaire d'avoir une étape où il y a un peu de libération émotionnelle et de gestion des conflits individuels. C'est-à-dire que s'il y a des gens pour qui c'est très difficile, il faut peut-être prendre le temps d'aller faire s'exprimer ces personnes-là. Alors, ça peut être en collectif, mais ça peut être en individuel. Enfin, après, ça dépend vraiment des problématiques. Et c'est là aussi, à nouveau, que le diagnostic est important pour aller voir de quoi les gens ont besoin pour vider leur sac, en fait, et pour se sentir compris, entendus, exprimer leur colère, leur frustration s'il y en a. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse. Voilà, il faut réguler les tensions par le dialogue. Ce qui va être super important aussi, c'est souvent quand il y a des engagements, l'équipe se sent plus une équipe. Donc en fait, recréer une identité d'équipe, donc travailler avec l'équipe sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui fait leur spécificité, qu'est-ce qui les différencie des autres organisations ou des autres équipes, travailler sur les valeurs qu'ils partagent, leurs forces, des symboles communs, voilà, tout ce qui peut favoriser le collectif et favoriser le sentiment d'appartenance. Et j'irais même jusqu'au sentiment de fierté collective. Être fier de faire partie de ce collectif. Voilà. Ensuite, il va falloir, on va dire un peu plus, là, presque logistiquement parlant, recréer des espaces collectifs. Donc, des temps d'échange, parce que, on l'a dit, hein, ça peut petit à petit avoir disparu, ou tout simplement avoir perdu de son essence, c'est-à-dire être devenu plat. Donc, en général, c'est pertinent d'aller dire on va changer les modes de réunion d'équipe, ou on va changer le mode d'animation, passer à une animation tournante, enfin changer quelque chose qui fait que l'équipe va avoir moyen de recréer un espace collectif qui lui est un peu propre. Voilà. Souvent, ça nécessite de renforcer le management de proximité. Hein, ça, c'est quelque chose dont je parle quand je fais mes webinaires sur le leadership inspirant. Pour pouvoir inspirer et donner envie à ces équipes, on a besoin de mieux les connaître et de savoir de quoi ils ont besoin et de faire du management qui soit plus à façon en fonction des collaborateurs. Voilà, donc là, c'est de ça dont on parle, c'est de la proximité avec ses collaborateurs. Et puis, vous l'avez vraiment mentionné dans le nuage de mots où la notion du collectif, c'est donner du sens, créer une vision commune, savoir dans quelle direction les gens vont, pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils viennent travailler ensemble, pourquoi c'est important qu'ils collaborent correctement. Voilà. Et tout ça, ça vise à impliquer toute l'équipe, oui, déléguer davantage parfois, oui, exactement. Ça fait partie de ça, ça fait partie aussi de moi, ce que j'ai mis dans le management de proximité, c'est responsabiliser les gens, essayer de ne pas faire du contrôle, voilà, changer aussi son mode de management. Et tout ça, j'ai mis co-construire un plan d'action collectif, mais en fait, c'est co-construire ce nouveau mode de fonctionnement et tout ce qu'il y a à mettre en place pour que ça fonctionne. Et en effet, merci pour le commentaire, plus on implique l'équipe là-dedans, plus on va développer le sens de la responsabilisation et plus on va donner aux gens de s'impliquer dans cette équipe. Voilà. Et ça peut passer par la délégation, en effet. Voilà. J'ai parlé beaucoup, Marie. On enchaîne? Ok, alors avant que j'enchaîne là-dessus, je vais répondre à une question d'Olivier qui demandait s'il y a des beaux exemples de collectifs distants avec peu de rencontres physiques. J'en ai quelques exemples, mais je peux en donner une qui est en plus une équipe multiculturelle. Admettons, moi j'ai un exemple d'une équipe de vente avec des experts, c'est des techniciens
C'est des techniques, c'est des ingénieurs qui vont vendre des produits super techniques dans l'aérospatial. Et ils vont avoir tous leur expertise et ils vont être tous complètement disséminés à travers le monde. Il va y en avoir un en Chine, un aux États-Unis, un en Allemagne, un en France, voilà. Sauf que, en fait, ils ont des compétences, dans leur pays respectifs, ils sont super isolés, ils sont tout seuls à avoir cette compétence-là. Sauf que, en fait, en tant que collectif, ils ont un savoir-faire dont ils pourraient se faire bénéficier les uns les autres. Ils ont le même manager, le responsable est en plus basé en Suisse. Et donc là, tout est dans le comment est-ce qu'on peut fédérer ce collectif, sachant qu'ils se voient très rarement vu leur distance physique, mais ils peuvent bénéficier énormément les uns des autres et puis surtout, ils peuvent se sentir moins isolés et moins seuls face à leurs problématiques. Et donc là, tout était dans constituer ce collectif d'experts. Donc déjà, il y a eu, bon ben tant pis, coûte que coûte, on va essayer de les rassembler au moins une fois par an, qu'ils puissent vraiment se voir et se connaître. Et après, créer des espaces virtuels pour pouvoir se rencontrer régulièrement. Donc, créer des réunions d'équipes régulières où ils peuvent échanger sur leurs pratiques. Donc là, on peut mettre en place même des pratiques de partage un peu dans les mêmes démarches que les équipes agiles qui font des rétrospectives où ils vont partager ce qu'ils ont appris. Qu'ils ne doivent pas reproduire et bénéficier des erreurs des autres et des apprentissages des autres. Il y a beaucoup d'outils digitaux. Là, je vous ai fait utiliser Menti, mais il y a d'autres outils qui sont super interactifs. Donc, dès que vous animez des réunions virtuelles, il y a des choses pour être sûr que même les plus silencieux puissent aussi s'exprimer. Et après, il y a des idées autour de constituer des équipes et les mettre en paires comme des sparring partners où ils vont travailler sur des projets deux par deux, même s'ils sont loin les uns des autres, de les faire partager, de les faire participer sur des réflexions des projets et qu'ils le présentent aux autres un mois plus tard sur leurs recherches, sur le travail qu'ils ont fait pour leur permettre de créer du lien en ayant une tâche commune, quoi, même ils sont loin. Donc voilà un petit peu des idées de ce qu'on nous on a mis en place pour ce collectif d'experts, quoi. Mais après, j'ai Ouais. d'autres. Donc, Marine, est-ce que je peux juste rajouter de mon expérience personnelle, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui a lieu en dehors des réunions officielles. Et moi, je Mm, dirais, si c'est un collectif qui fonctionne, c'est au plus, déjà, on reproduit le niveau d'interaction, je veux dire, hors cadre strict du travail. Au plus, on arrive à le recréer, au mieux c'est. Donc, on peut avoir des cafés virtuels. Ça, c'est déjà le minimum pour moi. C'est des espaces d'interaction qui sont des espaces où on peut parler aussi du perso. Et par exemple, je sais qu'on avait mis en place, enfin, que j'avais mis en place un moment où on échangeait juste sur nos victoires de la semaine, nos fiertés de la semaine, qui pouvaient être pro ou perso. Et ça, c'était hyper fort pour la création du collectif parce que c'était un moment d'ouverture. On ne parlait pas obligatoirement de boulot, mais on parlait juste de quelque chose dont on était fier. Et voilà. Et moi, j'insiste vraiment, quand on travaille sur les collectifs, sur le fait qu'il y a tout ce qui est officiel, on va dire, comme réunion, mais il y a aussi tous ces moments qui peuvent très bien exister en distanciel. en Même avec la virtuel. barrière de Mm. la langue et même, enfin, moi, j'étais en contexte international avec des Américains et des Chinois. Ok, je rebascule sur une question de Blandine qui dit comment est-ce qu'on fait si les valeurs ne sont pas vraiment partagées? Eh bien, en fait, c'est, ça va faire un bon enchaînement sur le sujet d'après, mais finalement, c'est un peu une attente ou un rôle du leader que de se poser et de définir quelles sont les valeurs communes d'une équipe. Donc, qu'est-ce qui est important pour chacun? Qu'est-ce qui est OK et pas OK? Et finalement, de ne pas juste s'arrêter à ce qui est potentiellement implicite, mais en fait d'expliciter ces valeurs et de trouver celles qui sont communes et fondamentales. On ne pourra pas aligner tout le monde n'aura pas exactement les mêmes valeurs, mais ce qui est très important, c'est qu'il y en ait deux ou trois autour desquelles tout le monde se retrouve.
parce que finalement, les valeurs, elles dépendent aussi de la culture, de l'éducation, de l'individu, etc. Mais il faut au moins avoir des valeurs autour desquelles les gens se retrouvent et les expliciter dans un échange qui est du coup sur plutôt les soft skills et ce qui nous tient à cœur plutôt que quelque chose de très pragmatique et orienté process, etc. C'est très important en fait d'avoir des échanges comme ça. Alors, du coup, là, je vous ai demandé, face à un collectif dégradé, quelle serait l'action la plus importante du leader, donc du manager. Donc, là, je regarde un petit peu ce que vous m'avez partagé. Donc, tout ce qui est autour de la communication, donc du partage, de l'échange, la prise de conscience, faire des entretiens, donc en one-to-one, donc prendre le temps d'écouter chacun. Et se faire aider si nécessaire, c'est OK. Il n'y a pas de honte à se dire, bon là, je vais pas y arriver tout seul, tout seul, toute seule, j'ai besoin d'aide. Ça peut être de l'aide en interne ou de l'aide en externe. Euh, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'on ait chacun enfin, une vision, une mission commune pour que l'équipe puisse avoir l'impression de naviguer dans une direction qui est la même pour tous. Euh, la définition du cadre et des objectifs est aussi importante que la direction, c'est-à-dire quelles sont les règles du jeu et comment est-ce qu'on va mesurer qu'on avance dans le bon sens et au bon rythme. Voilà. Et puis la mise en place d'une culture juste et équitable. Donc là, encore une fois, les règles du jeu autour de qu'est-ce qu'une culture juste et équitable sera important, parce que c'est pareil, on peut rester dans l'implicite et puis penser que c'est clair pour tout le monde, et en fait, ça ne l'est probablement pas pour tout le monde, parce que chacun est différent. Boire un verre ensemble, oui, c'est ce que disait Vanessa. C'est important aussi de créer des moments qui sont informels et qui permettent de tisser du lien entre les individus. Tout le monde n'est pas forcément confortable avec le fait de sortir après le travail et c'est OK. Mais créer au moins cette possibilité que ceux qui en ont envie puissent le faire, c'est important aussi. Je vais rebasculer sur la présentation. Donc, et le leader dans tout ça. Donc, vous allez voir qu'on va retrouver pas mal de choses que vous avez déjà partagées. Donc, redonner confiance par l'exemple. En fait, finalement, on a en fait la culture démarre souvent du leader et en fait, de la tête de file, du capitaine, celui qui donne la direction. Donc, forcément, c'est important de mener et de guider par l'exemple. Donc, pour redonner confiance, il faut d'abord montrer l'exemple. Poser un cadre clair et sécurisant, donc donner les règles du jeu, ce qui est attendu, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Et ces règles, ce cadre peut être aussi bien décidé par le leader, mais moi, je suis pour même le co-construire avec l'équipe, que tout le monde soit partie prenante et puis que en fait, tout le monde soit OK avec ça. Reconnaissance des efforts individuels et collectifs. Donc, il y a un côté célébration et appréciation. Donc, Vanessa disait, ben, on partage les succès en début de semestre, mais ça peut être aussi, on dit merci à celui qui m'a aidé la semaine dernière et qui potentiellement a fait des heures de plus pour me donner un coup de main ou apporter ses compétences, alors que c'était pas forcément dans sa feuille de poste ou dans ses priorités de la semaine. Reconnaissance aussi du leader envers les membres de son équipe sur ce ce qu'ils ont pu accomplir en tant qu'équipe ou individuellement. La création des espaces de parole et de régulation. Alors ça, c'est très important pour purger les conflits, pour purger les frustrations et les non-dits. C'est très important de s'assurer qu'on ait des espaces comme ça, de parole, pour gérer tout ce qui est émotionnel. Parce que ça peut soit faire que les personnes se renferment ou s'éloignent ou prennent la fuite ou se bloquent. Donc, c'est important que quand ça va bien, on, on établisse ces espaces. Ça peut être des espaces en un à un
en établissant le rôle d'une personne de confiance, ou ça peut même être des espaces en équipe où on se dit les choses et qu'on ait des personnes qui aident à faire de la médiation quand il y a besoin de réaligner des choses, etc. Et puis petit 5, la célébration des réussites, donc encore plus fort que juste apprécier, c'est vraiment de pouvoir se féliciter et peut-être aller boire un verre aussi pour célébrer ça. Tac, j'enchaîne parce que je vois que le temps passe. Concrètement, comment ça peut être fait? Comment le leader peut faire ou même les membres d'équipe clés, hein, parce qu'on peut très bien avoir on va dire des personnes d'influence, des mentors dans une équipe qui sont pas forcément le leader, mais qui sont des personnes qui aident à en fait entraîner l'équipe vers, vers un cercle vertueux. Donc, petit 1, ce qui est important, c'est d'identifier et de traiter les conflits en amont, donc suffisamment tôt. On les met pas sous le tapis, on les évite pas, tant pis, c'est pas très agréable, mais en fait, c'est toujours mieux de les aborder suffisamment tôt que lorsque il y a un trop plein et que ça explose de manière émotionnelle. Donc, ne pas avoir peur de poser la question ou d'aborder le sujet que personne n'ose aborder, mais bien sûr de manière constructive et bienveillante et être à l'écoute et neutre avec du recul. Mettre en place des rituels collectifs, donc ça on en a parlé un peu avant, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il y a toujours possibilité de mettre en place des rituels. Ça peut être le café à un certain moment, partager des croissants, se voir virtuellement en début de semaine pour partager, comme le disait Vanessa, des succès et des choses dont on est fier. La valorisation de la contribution de chacun, donc à réfléchir comment est-ce que je peux faire pour valoriser chacun. Ça peut être aussi intéressant parce que chacun est différent et se sent valorisé différemment. Donc il y en a certains, ça leur suffira d'avoir juste un merci, puis d'autres qui auront envie qu'on partage ça avec l'équipe. Il y en a qui auront juste besoin qu'on passe du temps avec eux. Enfin voilà, chacun est différent dans la façon dont il se sent valorisé et apprécié. Donc c'est important aussi de bien connaître les membres de son équipe pour identifier quand est-ce qu'ils se sentent valorisés. Donner du sens à l'objectif commun. Donc, certaines boîtes ont un objectif chiffré. D'autres vont avoir, je ne sais pas, une vision qui peut être très high level. Donc, ça va être important d'en parler au sein de l'équipe, de se poser et de se dire, bon, ben, ça, c'est la vision ou l'objectif de notre équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce que concrètement, on va aller dans cette direction-là et comment chacun de nous peut contribuer? Donc, vraiment donner du sens là-dedans, en discuter ouvertement. Et puis, on parlait de la compétition interne, de la concurrence interne. Eh bien, allons-y, venons-en à ce sujet. Favoriser la coopération plutôt que la compétition. Donc, une petite compétition qui va être plus de l'ordre du jeu, de se dire, allez, tiens, on va voir qui c'est, qui en premier va pouvoir atteindre, enfin, réaliser son projet. Enfin, ça peut être quelque chose de ludique, ok, mais il faut pas que ce soit de la concurrence malsaine ou de la compétition qui angoisse ou qui pousse à la surperformance. Donc, c'est toujours mieux en tant que leader de favoriser la coopération plutôt que la compétition, parce que forcément, ensemble, on dit souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc ça, c'est le but de la coopération. La compétition fait que seul on va avoir envie d'aller plus vite parce qu'on va aller plus vite que celui d'à côté, mais en fait, en vrai, avec la coopération, on va plus loin. On peut y aller peut-être un peu plus doucement parce qu'on a besoin de s'aligner, de se comprendre, etc. Mais en fait, on duplique les forces et on peut s'appuyer les uns sur les autres. Je regarde juste les questions. Alors, sans leader, il faut quand même un des membres qui inspire le mouvement, oui. Mais en fait, il y a tout, même sans avoir la casquette de leader, finalement, dans un collectif d'êtres humains, il y a toujours quelqu'un qui a du leadership.
Et cette personne-là, en fait, même sans avoir la casquette de leader et dire c'est moi le chef, en fait, elle peut emmener. Elle peut être force de proposition. Et si les autres l'estiment, si les autres ont confiance en cette personne et si les autres sentent qu'il y a du sens et qu'il y a une direction, etc., en fait, ils vont avoir envie de contribuer à ça. On n'est pas obligé d'avoir forcément un team leader pouvoir avoir envie d'avancer dans un sens. Après, si dans le collectif, personne a de leadership et personne enfin, a l'envie d'amener ça, effectivement, sans élan extérieur, ça va être compliqué. Mais si un des membres de l'équipe a du leadership et a envie de construire quelque chose de différent pour l'équipe, rien ne l'en empêche, surtout si l'équipe estime cette personne. Vanessa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Non, ça me paraît très bien, Marine. Merci. Ok. Alors, on avait envie de boucler cette boucle et après, je te passerai la parole pour le mot de la fin. On avait envie de boucler cette boucle finalement en disant que pour restaurer la confiance, bah, il s'agit d'investir dans l'humain. Et c'est avec l'investissement dans l'humain qu'on peut relancer la dynamique collective. Et finalement, ce qu'on appelle la performance, ça n'a d'utilité que si cette performance, elle est durable. Et pour qu'il y ait une performance durable d'une équipe, il faut d'abord qu'il y ait une qualité dans les liens. Si les gens s'épuisent avec une mauvaise qualité de lien, il n'y a pas de durabilité là-dedans. On va épuiser ses ressources humaines finalement. Hop. Alors, j'ouvre le Menti pour que vous puissiez nous partager avec quoi vous repartez. Et puis Vanessa, bah, je te laisse commenter un peu ce qu'on va recevoir comme feedback là. Et puis je te laisse le mot de la fin. Hop, tac. Donc, si vous pouvez nous dire avec quoi vous repartez, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a partagé? est-ce qu'il y a un mot qui vous vient ou une petite phrase avec une présentation à donner à mon chef et, ou l'inciter à venir nous parler, hein, ça peut être aussi quelque chose de possible. Leadership et inspiration. Des, Des idées. des idées, pardon. Merci Marine. Des idées. Tant mieux, si ça vous a donné des idées, c'était l'objectif. Communication. Ouais, ok. Ah, attends, je ferme ça Ouais, là. Hop. ouais. Donc, je vois qu'il y en a qui a priori connaissaient le sujet, mais qui ont eu des confirmations, c'est très bien. Il y en a à qui ça a donné plutôt des nouvelles idées, c'est chouette. Et puis, voilà, des idées de ce que vous pouvez faire, plus de leadership, peut-être d'inspiration, créer du lien. En effet, il y a quelqu'un qui partage sur le fait que c'est pas évident de travailler sur le collectif quand on a de moins en moins de temps. Et à ça, j'aimerais réagir sur le fait que c'est un peu comme souvent, c'est un investissement long terme en fait qui vise à in fine gagner du temps parce que in fine on gagne de la performance. Donc voilà, c'est un investissement qu'on fait sur son équipe. Avec plus de clarté sur ce sujet, on fait instinctivement déjà pas mal de choses. J'en suis certaine. Je me sens confortée dans mon management et je vais aller plus loin. Ok. J'ai Euh, juste, excuse-moi ouais, Vanessa, je rebondis juste sur le premier commentaire avec une présentation à donner à mon chef. Alors, il y a un certain lobbying et il y a une certaine communication ouais, en fait, il faut vendre le sujet au management. Euh, Arriver avec cette présentation-là, potentiellement, vous ne ferez pas mouche. Il faut vraiment comprendre en fait qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, à se pencher sur ces problématiques-là. Pour certaines sociétés, c'est évident qu'il faut y aller maintenant. Pour d'autres, c'est pas encore vraiment là où ils ont envie d'investir du temps. Donc là, pour le coup, si vous avez besoin de billes pour aller trouver les arguments qui font que ça va aller éveiller les consciences, n'hésitez pas. Parce que pour le coup, du lobbying pour les couches managériales supérieures,
c'est important de bien l'approcher et de ne pas arriver en mode frontal, sinon on va avoir un rejet direct. Ouais, et ça peut passer par la fameuse phase de diagnostic. Et quand je dis diagnostic, c'est déjà la prise de conscience de l'impact que ça a en effet. Je vois qu'on n'a plus on n'a plus Ok, allez, personne hop, qui on hésite. Donc bascule. ouais, merci pour tous ces commentaires. Euh, Pardon, je te bascule sur Ouais, le... pas de souci, je m'en Tac. rappelle. Ouais, je clôture juste. Donc, euh, l'idée, c'est juste, donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est un sujet de cœur pour Marine et pour moi. L'engagement des collaborateurs, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, en fait, c'est le constat que nous, on fait, c'est que les entreprises sont de plus en plus sous pression et que finalement, celles qui vont rester la tête en dehors de l'eau et qui vont arriver à se démarquer, c'est celles qui arriveront à investir suffisamment sur leur collectif, sur l'humain et sur le collectif. Donc, voilà. Et en effet, il y en a qui disent faudra en parler avec nos managers, mais je pense qu'en effet, il faut vous pouvez jouer un rôle dans dans la sensibilisation de vos managers et la prise de conscience. Et donc, si vous avez besoin de notre aide, quelle qu'elle soit, ou voilà, de poursuivre la discussion, ou si vous avez des questions, ou si ça a levé des interrogations, pas hésiter à contacter Marine ou moi. On vous a mis nos coordonnées là. Faites une copie d'écran si vous voulez garder nos coordonnées dans un coin. Euh, voilà, et moi je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps sur votre pause de midi pour venir voilà, discuter de ce sujet de l'engagement. Et si autour de vous, il y a des gens qui sont intéressés et qui n'ont pas pu participer, donc on a enregistré, donc il y aura un replay qui sera mis à disposition. Voilà. Marine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Rien à rajouter, tu as très bien fini. Vanessa, question, est-ce que d'habitude on partage aussi les slides ou pas? Jusque-là, je n'avais pas partagé les slides. Ok, Après, ouais, il y avait. Alors, je l'avais fait ponctuellement à des gens qui sont venus vers moi, qui avaient des besoins. ok, bah faites donc Voilà. ça alors. Ceux qui Mais veulent, venez vers nous par alors. contre, le replay est ouvert Mm, à tous les alumni. Donc, vous pouvez, si besoin, aller revoir mm. des parties. Mais c'est vrai que les participants avaient rarement exprimé le besoin d'avoir les slides. J'ai vu des gens prendre des notes, faire des copies d'écran. Et puis, pour info, on vous proposera aussi deux autres webinaires co-animés par nous, un sur la thématique de l'IA, ne pas subir la vague, mais plutôt la surfer, et puis un autre sur les thématiques du comment piloter le changement dans un monde VUCA, comme Vanessa en a parlé tout à l'heure. Donc, vous verrez ça apparaître prochainement sur LinkedIn et puis n'hésitez pas à vous inscrire. Avant la fin de l'année. Non, dans les mois. Eh ben, merci à vous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci.